comme je vous disais, on a en studio ce matin Marc Babin, que je connais pas personnellement, mais que j'ai découvert à travers un beau livre que j'ai lu récemment. Ça a été un coup de cœur dès les premières pages. Puis, ça s'appelle L'Odyssée d'un être divin, qui est paru aux éditions ADA, Marc. Et je t'ai contacté tout de suite après parce que je me disais, faut que je l'aie à l'émission. Puis surtout que je te connaissais de prime abord avec le jeu de cartes que tu as coécrit avec Sylvie Goudreau, qu'on a reçu l'année dernière. Le jeu de cartes d'inspiration, Aimer sa vie, l'art de vibrer à son plein potentiel. Vraiment, c'est un jeu coup de cœur. Je peux te dire que je le recommande souvent à des gens qui me demandent quel jeu de cartes qu'ils pourraient acheter en premier ou tu sais, qui sont pas habitués. C'est vraiment un beau jeu. Il est beau, il est inspirant. Moi, ça m'a tout de suite plu, là. Même quand je vais dans des salons, je l'apporte puis j'en fais tirer aux gens. C'est pour te dire comment je l'aime, là. Mais c'était un plaisir, en fait, merci pour le commentaire. Puis on en reçoit plein à propos du jeu. Puis on a tellement eu de plaisir, moi et Sylvie, à le faire. Puis je suis content que ce plaisir-là transparaît dans les cartes de ce que j'entends. Puis oui, un peu partout, même moi en coaching, je l'utilise. Donc c'est un passe-partout, je pense, comme jeu de cartes, là, selon moi. Oui. Puis merci encore pour le commentaire. Oui, puis ton livre, là, L'Odyssée d'un être divin, on va en parler tout de suite après ta petite présentation, parce qu'avant qu'on démarre la discussion, j'aimerais ça qu'on te présente aux auditeurs. Tu es un coach professionnel certifié en programmation neurolinguistique. Tu es également conférencier, formateur et le co-auteur des cartes d'inspiration que je viens de nommer, Aimer sa vie. Il y a aussi des CD audio que j'ai vu. Et tu es aussi co-auteur du livre et CD Vers un état de conscience unifié, que je connais pas, mais ça me tente beaucoup de le découvrir. Tu as également écrit La vie. Ça, je pense, c'est-tu ton premier livre, ça, La vie? Mon premier livre que j'ai sorti en 2013. OK. Ça parle de quoi, cette livre? C'est vraiment à l'époque où je commençais vraiment comme vouloir devenir conférencier, je me disais, on me disait beaucoup, Marc, un livre serait important d'en avoir un. Puis au début, je disais, oui, OK, d'accord, un livre, mais qui je suis pour écrire un livre? Tu sais, est-ce que je suis un auteur? Est-ce que je suis capable? Puis à un moment donné, dans une période de ma vie, j'ai comme reçu un message qui m'a dit, écris-le ton livre, écris-le. Et je me suis assis, puis je me suis posé comme question, qu'est-ce que j'aime? Maintenant, c'est mon seul livre, c'est le seul message que j'ai à passer, ce serait quoi l'essentiel? Fait que c'est un livre vraiment un peu comme un coaching. Fait que j'étais avec les gens, puis ils me suivent à travers des chapitres très courts, où je pars de vraiment à la base, prendre soin de soi, du corps humain, puis tranquillement, je les amène vers un peu plus, vers comment les croyances fonctionnent. Fait qu'il y a un peu de PNL, parce que j'avais commencé le PNL à l'époque, fait que c'est teinté un peu de ça déjà, et j'amène après les gens vers plus une prise de conscience de l'amour, l'être et la mission de vie vers la fin. Fait qu'on part vraiment de très physique à s'ouvrir un peu plus en conscience. Est-ce que c'est ce livre-là qui t'a donné la piqûre d'écrire d'autres livres par la suite? Parce que tu aurais pu juste écrire celui-là puis cesser. Ça t'a comme donné le goût de continuer par après? Ben, ça m'a surtout donné le goût en fait, pour moi, c'est drôle. Ça n'a pas donné le goût tout de suite. OK. Ça a plus eu un effet pour moi j'ai pris toutes les informations que j'avais accumulées dans les dernières années avant le livre, puis je l'ai mis sur papier. Okay. Pour moi, ça a fait comme un vide. Ça a comme créé un espace pour que d'autres informations entrent par la suite. C'est intéressant, ça, comme point de vue. Le livre qui m'a vraiment donné le coup de cœur d'en faire d'autres, c'est celui qui est là qu'on va parler dans quelques instants. Ah oui? Ouais, c'est lui où j'ai trouvé selon moi, mon style d'écriture, puis le genre de thème que je vais amener. OK. Fait que, on en reparlera tantôt. Donc, on va en parler presque tout de suite. C'est l'Odyssée d'un être divin. Puis tous ces titres-là, ils sont parus aux éditions ADA. Ouais. Donc, c'est facile de les trouver dans toutes les librairies. On peut les commander s'ils ne sont pas en magasin, c'est ça? Hein? Sur le site ADA, encore, on les retrouve. Sinon, via mon site à moi, www.accèshumain.com, tout est là-dessus. OK, parfait. Donc, l'Odyssée d'un être divin, je disais, pour moi, ça a été un coup de cœur. Puis je tenais vraiment à ce que tu viennes à l'émission pour partager cette expérience-là que tu as vécue avec nos auditeurs, parce que c'est un parcours, c'est une expérience chamanique que tu as vécue, que tu racontes dans le livre. C'est, dans le fond, tu rencontres un guide qui s'appelle Kareb et le livre, dans le fond, c'est votre conversation. Fait qu'il t'enseigne beaucoup de choses. Énormément d'affaires même. Puis, je trouvais qu'il y avait tellement de choses à partager qu'il fallait absolument que tu viennes à l'émission. Parce que il y a beaucoup de concepts dedans c'est comme si vous revoyez ces concepts-là avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle énergie, parce que les concepts, ça évolue, là. Puis, j'aimerais ça que tu me racontes le début de ce livre-là. Pourquoi tu es allé faire une expérience chamanique? Mais je pense que tu as fait quelque chose d'autre avant. Tu es allé au Mont Shasta. Je pense que c'est en rapport avec ça. Donc, j'aimerais ça que tu me racontes le début. C'était quoi ton objectif? Pourquoi tu t'es retrouvé à faire cette expérience-là de 36 heures intense? En fait, c'est une série de synchronicités
j'avais eu comme vraiment un appel très fort de partir vers l'Ouest. Ça fait plusieurs années, j'arrête pas de dire, je veux m'en aller vers l'Ouest canadien. Pourquoi l'Ouest canadien parmi toutes les places dans le monde? Je le sais pas, mais j'étais appelé partir vers l'Ouest canadien. Tu sais, j'habite à Montréal, puis mon nez, tous mes projets tournent en rang, même les conférences que j'avais fait avec Sylvie, tout ça. J'avais comme mis un arrêt à tout ça, parce que en plus j'étais à Québec. Je me rappelle, dernière conférence ici à Québec, j'avais dit j'arrête, je suis tanné de faire ça. Conférence, coaching, j'arrête tout. Puis je savais plus quoi faire après. Puis j'avais cet appel très fort de va-t'en, va vers l'Ouest. Fait que j'ai pris ma voiture, puis j'avais le goût d'aller au Mont Shasta, justement, parce que pour moi, c'est une montagne qui est sacrée. En Californie? En Californie, qui est au nord de la Californie. Et c'est considéré, bon, pour ceux qui veulent y croire ou pas, c'est considéré comme un des chakras de la Terre. Mais je le sais que c'est une montagne qui a une très grande énergie, qui m'a toujours appelé. Puis j'ai dit, gars, voilà ta chance d'y aller. Vas-y, c'est le temps. Nous, t'as rien d'autre à faire. Prends un peu d'argent qui me restait, prends ma voiture tout seul, puis je suis parti. Puis j'ai décidé d'abord de parcourir le Canada. J'avais jamais vu l'Ouest canadien, et en même temps, le dollar canadien faisait que c'était plus facile de rester de notre côté de pays. C'est beau. Les paysages, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis si je peux faire une belle parenthèse, quand j'ai sorti de l'Ontario pour arriver dans le Manitoba, puis vraiment les prairies, tout ça, il y a une énergie qui s'est ouverte. Dans ma vie, j'avais jamais connu ça. C'était une ouverture. C'est comme si qu'on sortait c'est drôle l'image que j'ai d'un genre de carcan qui était là. Puis une ouverture d'énergie qui s'est passée quand tout le long que j'ai roulé dans les prairies. Puis c'est là que j'ai fait, oh, attends, je suis royalement accompagné là-dedans. C'est là que j'ai senti quelque chose de fort. Puis finalement, j'ai abouti dans le coin de Vancouver. J'ai passé là un peu de temps. Surtout dans le coin de Squamish, qui est une ville qui est au nord de Vancouver, qui est très plein air, très hippie un peu. Puis à un moment donné, je dis, Marc, tu dois aller au Mont Shasta. Tu es venu ici pour ça. Fait que j'ai traversé la frontière américaine. Je fais une histoire courte, mais je suis arrivé au Mont Shasta le soir d'une grosse pleine lune. Puis là-bas, c'est une montagne sacrée pour le peuple amérindien. Et dans la même journée, je rencontre justement un Amérindien qui se préparait avec les tambours. Puis il me dit, oui, on s'en va à la montagne, on joue du tam-tam toute la nuit. C'est la fête au village quasiment parce que c'est un moment précieux. Puis eux, selon les légendes amérindiennes, que moi j'aime beaucoup, eux ne vont jamais plus haut que la cime des sapins. Pour eux, les dieux, les esprits habitent plus haut que les sapins, parce que le Mont Shasta, c'est un ancien volcan. Fait que pour eux, c'est une montagne sacrée qui n'ont pas le droit d'aller plus haut que les sapins. Puis c'est sacré, puis il y a un endroit qui est là, puis qui s'appelle Panther Meadow, qui est un petit genre de petit mini ruisseau avec un petit peu d'herbe dans la montagne qui est sacré. Fait que moi, j'ai été voir ça, j'ai été visiter, je me suis baigné dans l'esprit qui est là. Puis après, toute ma péripétie au Mont Shasta, que je raconte un peu dans mon livre, il me manquait quelque chose. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me manquait, puis qui me disait retourne à Vancouver, retourne au Canada, dans l'Ouest. J'ai repris mon auto. De toute façon, j'avais dit que j'allais là juste 4 jours aux États-Unis. Je voulais pas rester plus longtemps. Je reviens, puis là, je tourne en rang encore, Vancouver, Squamish. Et là, je tombe sur... J'étais beaucoup intrigué par les cérémonies chamaniques faites à base de plantes, avec des plantes qu'on appelle des plantes spirituelles, des guides. Je connaissais l'ayahuasca, que certaines personnes connaissent, qu'on retrouve en Amérique du Sud, et je le sais que ça pouvait se faire dans le coin. Mais finalement, je tombe sur un gars qui fait un autre type de cérémonie avec une autre sorte de plante que je connaissais à peine. Je décide spontanément d'écrire au gars. J'y raconte mon aventure, ce qui m'a amené à quitter Montréal, à me rendre ici, le Mont Shasta. J'y raconte toutes mes synchronicités, parce qu'il y en a eu plein à travers le chemin. Le gars, il est super intéressé à mon histoire. Il me dit, Marc, c'est vraiment intéressant. La seule chose, c'est mon week-end où je fais la cérémonie, c'est plein. On est juste 7-8 participants, j'ai pas de place. Mais écoute, j'ai le goût de m'asseoir avec toi, puis on va juste jaser parce que ça a l'air super intéressant. Fait qu'il vient, on prend un café ensemble, on parle. Il me dit, écoute Marc, j'aimerais beaucoup te faire de la place, mais je peux vraiment pas. Il dit, mais le mois prochain, peut-être on pourrait se libérer. Mais moi, je dis non, le mois prochain, je ne sais pas. Ça se peut, je retourne à Montréal le mois prochain. Il se lève, il s'en va, on se salue, puis lui, il va à la salle de bain. Et après, il revient avec une face comme si il venait de voir un fantôme. Vraiment, là, il a vu, je sais pas qu'est-ce qu'il avait vu, mais il y a une face vraiment, là, à terre. Il me dit, Marc, il dit, je viens de recevoir un téléphone. C'est une dame qui m'a appelé pour annuler sa place en fin de semaine pour participer à la cérémonie chamanique. Est-ce que tu veux la place? Wow! Fait que moi, je leur... Synchronicité encore. Puis en plus, on venait de parler de toutes ces synchronicités-là qui m'ont amené dans l'Ouest. Fait que lui, il fait comme, ben non, ça se peut pas. Ben, j'ai dit, c'est sûr, je vais y aller. Fait que c'est ce qui m'a amené à aller dans ce genre de cérémonie-là, sans trop savoir à quoi m'attendre, à juste vivre qu'est-ce qui était là. Et pendant 36 heures, d'abord la première nuit où on consomme la plante,
La plante. C'est du liquide? C'est un breuvage? C'est une capsule faite à base de poudre, en fait, parce que c'est une racine. C'est une racine qui vient d'Afrique, qu'on appelle l'iboga, qu'on retrouve dans le coin du Gabon. En fait, elle est en forme de poudre, donc on consomme à toutes les heures pendant les 10 premières heures. Puis ça, physiquement parlant, ça nettoie ton corps en même temps. Et nettoie physiquement. Alors, on le sent vraiment de l'intérieur que ton corps est en train de se détoxifier ou peu importe ce qui se passe. Mais en même temps, c'est une plante qui est un peu dans la catégorie des psychédéliques. Donc, c'est ce qui fait que tu n'hallucines pas en tant que tel, mais lorsque tu fermes les yeux, tu embarques comme en état de rêve. Ou tu es entre les rêves puis entre la réalité. C'est le meilleur endroit que je peux expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que tu es très éveillé puis tu n'es pas endormi. Parce que tu peux pas dormir. Tu es dans tes 36 heures où ton corps est ultra stimulé. Mais lorsque tu fermes les yeux, tu pars quelque part. Comme moi, j'ai appelé l'ailleurs qu'on nomme dans le livre. Fait que pendant la première nuit, c'est ça. Après le premier 10 heures de nuit, après le reste de la journée du samedi, c'est ton corps qui simplement évacue la plante à l'intérieur. Mais pendant ça, tu continues à vivre des choses. Et jusqu'au dimanche, qui fait à peu près le 36 heures, où vraiment la cérémonie se termine. Où eux, on est 6 participants vraiment allongés, chacun dans son petit coin, sac de couchage ou matelas, peu importe. Et eux, en fait, t'as le chaman principal, puis c'est la personne qui l'accompagne, qu'eux se relient, puis créent vraiment une sorte de bulle d'amour pour nous accompagner là-dedans, parce que on ne sait pas ce que les gens vivent. Chacun vit quelque chose d'unique. Et c'est pour ça, moi, les gens qui me parlent de cérémonie, avant d'y aller, moi, ce que je dis, c'est soyez sûr que vous êtes appelés à vivre ça, parce que c'est quelque chose qui est quand même très radical. C'est vraiment quelque chose qui demande au corps beaucoup. Et il faut être appelé à faire ça. Il faut surtout s'assurer que l'environnement et l'endroit où on le vit, c'est sécuritaire. C'est sécuritaire, que les chamans savent qu'est-ce qui... Ben, j'appelle chaman, mais on s'entend, là. C'est pas l'image des chamans. C'est vraiment quelqu'un... je l'appelle chaman parce qu'il, pour moi, il dégageait cette énergie-là d'amour, de sécurité. Puis guide. Un guide. C'est vraiment plus un guide. Et justement, qui est là pour s'assurer que tout le monde va bien, tout le monde est correct. Il fait le tour à tous les heures, voir t'es où, t'en es où, tu es correct, qu'est-ce qui se passe. Et créer physiquement, j'appelle ça physiquement, mais cette bulle d'amour-là où on se sent bien en sécurité, puis on peut s'abandonner là-dedans parce que chaque plante ou chaque expérience, que ce soit de l'iboga, même d'ayahuasca, j'en ai jamais fait, mais de ce que j'entends, ça te révèle des choses à toi. Tu te révèles à toi-même. Donc, ça vient avec tout ce que ça peut venir. Ça peut t'éveiller des blocages que tu as à l'intérieur, que ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé. Moi, j'ai vécu autre chose. Fait que chaque personne, c'est vraiment unique. Et c'est pour ça qu'à quelque part, je sens qu'il faut être prêt. Il faut être appelé à aller vivre ça. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qui peut remonter, puis on ne sait pas toujours c'est quoi. Là, j'imagine des gens qui nous écoutent, puis se disent, c'est quoi ça, une affaire chamanique, une expérience, une cérémonie? C'est quoi? Comment on pourrait décrire le chamanisme aux gens? C'est quoi au juste? Ben, en fait, de mon expérience à moi, sans savoir si c'est vraiment le terme exact, moi, chamanique, c'est vraiment un moment où on va vivre vraiment une cérémonie. Ça peut être une soirée, ça peut être juste une soirée de méditation où on prend un peu de sauge, où on met, ou une tente de sudation, peu importe. Pour moi, c'est vraiment un moment où on se réunit en petits groupes, avec un guide au milieu, quelqu'un qui est le maître d'orchestre ou le chef des cérémonies. Et on va vivre une expérience qui nous amène dans un état altéré de conscience. Pour moi, c'est un peu ça le chamanisme. Donc oui, ça peut se faire avec des plantes, ça peut se faire avec juste de la méditation, de la sauge, des tambours, des chants sacrés. Je pense pour moi que la cérémonie amène des gens en partant dans un état altéré de conscience. Donc on touche à quelque chose qu'on est moins habitué de toucher dans le quotidien de tous les jours. Et c'est là qu'on peut recevoir des messages. On entre en contact avec des guides spirituels, d'une autre dimension. Avec des guides. Ou ça se peut qu'il se passe rien. Oui, ça se peut que tu as juste vécu un bon moment, c'était super agréable, puis ça fait la job aussi. Fait que ça dépend des gens. Mais pour moi, une cérémonie, c'est ça. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui doit se faire dans une bulle d'amour, dans un endroit de confiance, de sécurité. Parce que, comme je disais tantôt, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis là, pendant cette expérience-là, là, tu vis, tu vas dans une autre dimension. Je sais pas comment on peut l'appeler. Tu l'appelles l'ailleurs. C'est pas un rêve, c'est pas le plan astral, c'est pas tu t'hallucines pas. Tu vois, pour toi, c'est une autre dimension, c'est ça? En fait, c'est vraiment une dimension ou un endroit que comme tantôt, un peu j'expliquais, la meilleure façon de le raconter, ce serait lorsqu'on fait un rêve, mais très lucide. La nuit, on se couche, puis on fait un rêve où on a vu chaque détail dans le rêve et on s'en rappelle vraiment clairement en se réveillant. Pour moi, c'est comme cet endroit-là, à quelque part, je suis allé. Je ne sais pas si c'est une autre dimension, mais je sais que c'est carrément un autre état ailleurs ou un espace qui a été créé pour moi pour me permettre d'expérimenter et de recevoir un paquet d'enseignements. Fait que c'est un peu comme ça que je le décrirais. Oui, c'est bien décrit. Puis tu as rencontré
ton guide, Careb. Mais juste avant, ce que j'ai trouvé le fun, puis il y a quand même de l'humour dans ton livre. Tu sais, les conversations que tu as avec les gens dans les autres dimensions, c'est vraiment sont drôles. Là, ils t'agacent beaucoup. Puis tu sais, c'est pas de l'ironie, mais c'est drôle. Là. Et le premier être que tu rencontres, c'est celui qui représente ton ego. Tu rencontres ton ego. Ouais. Puis il se présente comment à toi, lui? Ben, en fait, c'est fascinant parce que la cérémonie est faite en 3 étapes. Première étape, ce qu'il appelle la mort, la transition puis la renaissance. Puis quand on parle de la mort, c'est souvent l'ego. J'ai trouvé fascinant que moi, l'une des premières choses qui m'est apparue, c'est mon propre ego aussi qui est apparu. Puis comme je le décris dans le livre, un peu habillé comme... Vous savez l'image un peu des hommes en noir, le Man in Black, comme dans le film avec Will Smith. Il arrive habillé, bien chic, ultra sérieux. Et en même temps, je vois qu'il l'est pas, puis il s'approche de moi. Puis justement, cet aspect-là un peu protecteur, garde du corps. Puis c'est un peu comme ça pour moi, l'ego. C'est toujours comme ça, j'ai vu l'ego, puis c'est un peu comme ça, il est apparu. Parce qu'il ne pouvait pas apparaître autrement que comment je le représentais. C'est un peu ça dans l'ailleurs. Nos guides, puis pour moi, c'est un peu ça, se présentent de la façon que nous, on se fait à leur image. Est-ce que c'est vrai dans la vie, mon ego ressemble vraiment à ça? Je le sais pas. Mais vu que c'est la représentation que moi, je m'en faisais à l'intérieur, il est venu de la façon que c'est comme de la façon que je l'imaginais. C'est un peu comme une sécurité, c'est une façon de dire, gars, voici à quoi je ressemble. Puis là, le dialogue a commencé avec lui. Oui, c'est intéressant. Puis tu as découvert avec lui, en jasant avec lui, que c'est... tu sais, l'ego, c'est pas un méchant là qui vient te titiller. Là. Il y a une raison d'être. Là. Ben, tout à fait. Pour moi, tout a une raison d'être. Pour moi, il n'y a rien dans la création, appelons ça comme on veut, dans l'existence. Pour moi, il n'y a rien qui est là juste pour le plaisir d'être là. Tout a une raison d'être. Oui, ça peut être pour le plaisir, mais il y a une raison derrière. Et l'ego en est une. Et je sais qu'il y a beaucoup de textes philosophiques ou de religions qui veulent qu'on tasse l'ego, qu'on s'en débarrasse. Mais pour moi, c'est comme se débarrasser d'une partie de soi. Et donc, ce que cette expérience de cérémonie m'a permis, c'est de le rencontrer, puis de discuter avec, puis de comprendre que finalement, il est plus à mon service que qu'est-ce qu'on pense. En tout cas, du moins pour moi. Et que c'est comme si que l'ego est sur un mode automatique, constamment. C'est comme l'antivirus de l'ordinateur ou le protecteur qu'on met à la porte, mais que lui fonctionne de façon inconsciente jusqu'à temps qu'on lui dit « Hey, j'ai plus besoin de protection comme j'en avais besoin que j'avais 4 ans, j'avais 10 ans, j'avais 16 ans, peu importe. » Fait que pour moi, c'est un peu quand l'ego s'est présenté, c'est quasiment de me demander maintenant, comment veux-tu j'agis? Tu sais, c'est comme le garde du corps, comme j'explique dans mon livre, qu'on engage pour nous protéger, puis des fois de le taper sur l'épaule et dire non, ici, là, je suis correct. Je suis en sécurité, j'ai pas besoin de toi. Va prendre un café dehors, va fumer une cigarette, n'importe quoi. Ça va bien, je peux m'en occuper là, de mon problème. Là. Relax, tout est en contrôle, pas besoin de toi pour l'instant. Mais il est là, mais quand on a besoin, il peut nous servir, mais on lui dit quand, là, dans le fond. C'est ça, puis il y a des fois, il est très utile. Puis on est content qu'il vienne nous protéger, qu'il nous dit non, moi, à ta place, j'irai pas là parce que c'est peut-être dangereux. Fait que c'est une façon d'apprendre à le connaître, de jouer avec, de s'en faire un allié. De s'en faire un allié. C'est un team, on travaille ensemble. Et c'est pas l'ennemi, c'est pas celui qu'il faut éliminer. Puis à un moment donné, peut-être qu'on réussit à atteindre un niveau où on lui dit, gars, prends une pause, prends ta retraite, puis c'est fini. Mais il va rester quelque part, pareil, rattaché à toi quand même. Je trouve que tu l'expliques vraiment bien. C'est une des premières fois que j'entends parler de l'ego d'une si belle façon. Puis je pense que l'effet de l'avoir vécu dans c'est comme une transe, dans le fond, que tu as vécu, là, c'est vraiment fascinant. Un autre qui m'a vraiment fasciné aussi, c'est la majeure partie de ton livre, c'est tes discussions avec le guide spirituel Careb. Qui est Careb? Est-ce qu'il faisait déjà partie de ta vie ou il est vraiment venu là pour ce livre-là? Careb, ce qui est fantastique, puis encore, j'aime la synchronicité d'être ici à Lévis, après cette fameuse histoire que je racontais en début d'émission, où j'ai décidé que j'arrêtais de faire des conférences. J'arrêtais tout. Tu sais, après la conférence, j'avais fait Sylvia à Québec. Sur le chemin de retour entre Québec et Montréal, tout d'un coup, écoute, je suis parti dans mes idées, dans mes philosophies, puis des fois, tu sais, 2 heures de route, il faut que tu t'occupes l'esprit. Hein. Oui. Maintenant, oui, la musique, c'est bien beau, mais tu sais, je fais souvent de route, fait qu'à un moment donné, mon esprit part. Puis là, je m'imagine soit des concepts que je connais ou des conférences que je m'en vais faire, ou je prépare plein d'affaires dans ma tête. Puis il y a un nom qui m'apparaît par rapport, comme si un nom venait se placer entre 2 pensées, là, mais c'est clair comme de l'eau de roche, Careb. Okay. Et là, je fais, c'est quoi ce nom-là? Puis, tu sais, des frissons dans le corps, puis puis je l'entends, puis je vois le nom qui apparaît, puis, tu sais, le moment j'ai pas le choix. Première sortie,
dans le coin de Trois-Rivières, j'étais rendu à peu près. Je me stationne, prends mon téléphone, va sur Internet. Je voulais savoir Careb, qu'est-ce que ça voulait dire. Et c'est là que... C'est là que je découvre, en fait, que Careb, c'est un nom arabe qui signifie immaculé. Ah, ouais. Et là, j'ai fait, OK, c'est bien beau d'avoir le nom, mais c'est quoi? Ça me sert à quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et c'est là, pas longtemps après, qu'est arrivée ma cérémonie chamanique. Et là que le guide est réapparu. Un guide est apparu. Puis là, j'ai réalisé, j'ai fait, ouais. Le guide s'est nommé Careb. Puis là, j'ai fait le lien entre là et la fameuse, le nom que j'ai vécu là et le guide qui était devant moi, c'est le même nom. Fait que c'est comme si qu'il était déjà apparu, il s'était déjà présenté. Il est resté en retrait. Et là, au moment opportun, la cérémonie chamanique, c'est là qu'on a fait le premier contact ensemble. À peu près. Puis là, tu as découvert que c'était le même. Puis là, tu as commencé une discussion assez enrichissante, beaucoup d'enseignements. Mm-hmm. Et écoute, c'est déjà le temps de la pause. Ça fait que ce qu'on va faire, on va cesser le Facebook Live. Puis les gens, ils vont aller nous suivre soit en direct sur Internet au 96.9 fm.ca. 96.9, oui, c'est ça, 96.9 fm.ca, où ils vont pouvoir avoir accès au podcast qui va être disponible dès la fin de l'émission. Et j'aimerais qu'au retour de la pause, on parle des enseignements que tu as donné, ce guide-là, Careb, parce qu'il y a plein d'enseignements, dont une sur la fréquence vibratoire qu'on doit avoir, qui est en lien avec l'abondance financière, etc., etc. Il y a beaucoup de concepts. Mais on va essayer d'en aborder 2-3 parce que tu peux en parler longtemps de ça. Puis t'as beaucoup cheminé. Je suis même certaine que tu étais en train d'en intégrer encore beaucoup. Totalement. Les 2 dernières années, puis encore aujourd'hui. Mais oui, ça s'est pas vraiment tout appris. Là, après que ma cérémonie s'est terminée, j'avais pas la science infuse de tout ce qui s'est passé. L'écriture de livre m'a permis d'en mettre beaucoup. Puis il y a des choses qui sont dans le livre, que j'ai vécues, qui sont pas dans le livre. C'est ça, je voulais te poser comme question, justement. Ouais. Est-ce que tu vas avoir une suite à ça? Parce qu'il y a d'autres enseignements que tu fallait que tu intègres avant de l'écrire, je suppose? En fait, là, c'est ce qui est monté récemment, parce que là, j'écris déjà un livre dans un autre domaine avec un collègue. Mais éventuellement, si je fais une suite à celui-là, ça va être sûrement dans un autre contexte. Mais j'imagine encore avec Careb, où on va continuer un dialogue, mais je pense qu'on va aller ailleurs. Et si ça se prête que c'est des enseignements non partagés dans lui, ou peut-être même des sujets amenés dans lui, on va plus loin. Oui, c'est vrai. En fait, je vais juste me laisser aller puis voir qu'est-ce qui va émerger. Mais j'ai le feeling qu'il y a quelque chose que je dois vivre avant. Peut-être une autre cérémonie, peut-être autre chose, ou là, avec Careb, on va continuer un dialogue. En tout cas, c'est mon feeling intérieur, mais on verra ce qui va se passer dans la prochaine année. En tout cas, tu nous tiendras au courant. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il dit de plus sur ton cher Careb. Donc, on va aller à la pause et au retour, on va discuter de ce que tu as appris avec lui. À tout de suite.